24 janvier 2019, 24 janvier 2023, quel bilan à l'action de l'ancien opposant devenu le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo? Je reçois ce mardi 24 janvier, après le journal de 19h, Fiyou Dondoboni, président du parti Orange, allié de l'UDPS, membre de l'Union Sacrée. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour. Face à face aujourd'hui avec vous, Monsieur Fiyou Dondoboni du parti Orange, bonjour. Bonjour. L'opposant Félix Tshisekedi est officiellement devenu ce 24 janvier le 5e président de la République démocratique du Congo. Nous étions alors en 2019. En 2023, 4 ans plus tard, à 1 an de la fin de son mandat, quel bilan tiré de son action? Je suppose qu'avec vous, ce bilan, vous êtes allié de l'UDPS, il est positif. Oui, effectivement, vous avez parlé d'un bilan dans les contextes qui est nôtre. C'est de savoir d'abord d'où nous venons. Parce que vous savez que le Congo a été trouvé dans un contexte particulier. Et face à ces contextes, il fallait mettre en place un plan, avoir une vision d'abord. Donc le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a imposé une vision de changement, de transformation dans le pays. Et face à cette vision, il devait mettre en place un plan. Et c'est en fonction de ces plans-là, justement, que nous sommes prêts à faire une évaluation et que ces plans, nous disons qu'il est totalement positif. Vous savez, aujourd'hui, on a suivi il y a quelques jours le match de Léopard. Et on a vu toutes les conséquences. Et si on met en place un entraîneur, un entraîneur, cet entraîneur va mettre en place un plan qui fera ce que dans 2, dans 3, dans 4 ans, remettre l'équipe nationale dans une situation qui fera ce qu'on devient de gagnant. Donc, il peut peut-être dire la première année, je ferai les recrutements, l'identification de joueurs. Deuxième année, je vais les enfermer quelque part. Troisième année, nous allons commencer les matchs amicaux. Et quatrième année, nous allons commencer à avoir des victoires. Donc, c'est en fonction de ces plans, cet entraîneur sera jugé. Donc, aujourd'hui, le chef de l'État, dans les contextes du Congo, il a mis en place un plan. Et moi également, en tant qu'architecte, si je veux construire pour vous une maison, donc je fais mes études, je mets en place un plan. Je te dis, je te livre ta maison dans une année, mais avant que une année n'arrive, je dois commencer par la fondation, je ferai les élévations, je fais la toiture. Mais si tu viens au mois de mai me poser la question, je te ferai une évaluation en fonction de mon plan pour qu'au décembre, tu aies justement ta maison. Donc ici, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le chef de l'État a une vision pour les Congos. Mais pour matérialiser cette vision, il a mis en place un plan. Ces plans avaient 3 étapes importantes. Première étape, c'est le déboulonnage du système. Il se retrouve élu chef de l'État. Mais après l'élection, il n'a pas de majorité. Comment devrait-il faire? Aux États-Unis, il a dit, dès mon retour vers le pays, je vais déboulonner les systèmes existants. Pourquoi? Parce que ce système, c'est un blocage. Ça m'empêche d'aller de l'avant. Il ne pouvait pas travailler avec un gouvernement où il dit quelque chose, le gouvernement fait le contraire. Il ne pouvait pas travailler avec le ministre qui ont déjà des lettres de démission signées par eux, mais il restait que la contre-signature. Il ne pouvait pas le faire. Donc, il fallait absolument se donner une majorité pour lui permettre de lever des options et faire des réformes, parce que les réformes étaient de points importants qui pourraient lui apporter le résultat. Donc, il a déboulonné ce système, aussitôt revenu 2 ans plus tard, et il a obtenu la majorité au travers de l'Union Sacrée. On va revenir sur ce plan. Vous dites première phase. Première étape. Déboulonnage du système, du nom du système ou du système? Parce que changer de nom sans changer de gouvernance, on le voit encore assez régulièrement, les scandales qui se multiplient, les pratiques d'hier qui se perpétuent. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que l'opposant, c'était le début de l'émission, Félix Tshisekedi, qui a dit qu'il voulait changer de gouvernance, a changé de gouvernance avec un gouvernement où sa majorité, il a composé des acteurs de la majorité, donc du système d'hier. Donc ici, il est question de à qui répondre. Donc, toutes ces personnes, c'est vrai, qui appartenaient de l'autre côté, qui ont traversé, répondent maintenant à lui. Donc, ce qui fait que quand il donne une instruction, cette instruction est censée se matérialiser. Les réformes, on les obtient à l'Assemblée nationale. Donc, aujourd'hui, il a la possibilité, et il a obtenu cette possibilité de faire des réformes et de mettre en place un Premier ministre que lui a la possibilité
je ne vais pas dire gérer, mais du moins avec qui il a la possibilité de collaborer correctement. Donc, il a obtenu la chose qui était importante par rapport à son action. Numéro 1, vous dites déboulonnage du système. Ce plan, il est articulé en combien de points? Il est articulé à 3 points. Numéro 2? Numéro 2, c'est la mise en place de ce qu'on appelle le socle du développement. Alors, c'est là maintenant qu'il y a eu des réformes. Les réformes, des actions, des initiatives, si je peux dire ainsi. Quelles réformes? Des initiatives, je voulais le dire, qui ont permis à ce que certaines actions concrètes se matérialisent. Première initiative, c'est sur le plan diplomatique. Vous savez que la perception de notre nation, du pays à l'extérieur, était tellement négative. Il y avait des tensions par-ci, par-là. Il y avait des relations qui s'étaient assombrées. Il y avait une situation telle que l'image même de notre nation n'était pas positive à l'étranger. Donc, il fallait, aussitôt arrivé au pouvoir, il mettait en action sur cette question diplomatique, changer la perception des autres sur nous. Est-ce que vous pensez que cette perception a changé? Le président, quand il faisait ses multiples voyages, il le disait, c'était pour mieux vendre l'image de la République démocratique du Congo à l'étranger et obtenir l'arrivée en République démocratique du Congo de nombreux investisseurs. Où sont ces investisseurs? Oui, mais c'est une étape, en fait. C'est une étape. Aujourd'hui, vous savez que l'image a totalement changé. On parle du Congo comme un pays solution aujourd'hui. Donc, c'est un pas. Du fait de ces matières premières, attention. Justement, on parle du Congo aujourd'hui comme un pays solution. Le Congo s'est vendu. N'oubliez pas qu'il y a également des pesanteurs qui empêchent également cette vision-là diplomatique se matérialise. Mais du moins, l'image qui était du Congo hier, où on n'avait aucune visite internationale dans ce pays, aujourd'hui, cette image a changé. La preuve, c'est que la semaine prochaine, le pape va être même dans ce pays. Donc, le roi de Belge est arrivé ici, le chef d'État défile ici, les sommets internationaux s'organisent ici. Il a même brigué le mandat d'être président de l'Union africaine. Aujourd'hui, il est président de la SADC et autres. Vous comprenez que sur le plan diplomatique, il est appelé comme médiateur pour plusieurs questions au niveau d'Afrique. La perception négative qui était sur nous, à cause de sa diplomatie, a été changée. Aujourd'hui, le Congo se présente comme un partenaire fiable. Le Congo se présente comme un partenaire utile avec qui on peut discuter et dont on est sûr des engagements qui seront pris. Donc, sur le plan diplomatique, il y a une action concrète là-dessus. Même la même diplomatie aujourd'hui a agi. Nous étions des années et des années sous embargo militaire. Donc, l'action diplomatique importante a mis à nu toutes les questions sécuritaires, que ce soit notre agresseur du M23 par le Rwanda, que ce soit la question de cet embargo militaire, ça a été mis à nu à cause justement de cette action diplomatique importante. Vous disiez donc réforme et initiative. J'ai compris, diplomatie. Quelles sont les autres réformes et initiatives que le président a? Deuxième réforme, c'est des réformes qui ont été faites, pas orientées vers l'extérieur, mais en interne. Il y a la question de la lutte contre la corruption. Il y a des agences qui ont été mises en place. Il est vrai qu'il y a un problème d'hommes dans la gestion, dans les comportements. Mais du moins, il se dit, pour que je puisse avoir le moyen, pour que je puisse avoir le retombé nécessaire, parce que pour changer, il faut avoir des moyens propres. Pour avoir ces moyens propres, il fallait mettre en place un mécanisme qui pourront faire à ce que ces moyens entrent. Lutte contre la corruption, il a mis en place une agence. Est-ce que vous êtes satisfait de cette lutte contre la corruption aujourd'hui quand on voit que la corruption bat son plein? Oui, là, je disais tout à l'heure, c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme et ce qui fait qu'il y a un grand travail qui devait se faire sur également la lutte contre le changement de mentalité. Il y a également une agence qui a été mise en place qui devrait être renforcée. Ici, je parle bien des initiatives prises qui montrent qu'il y a cet élan des changements qui s'opèrent dans notre pays. Oui, mais attention, quand vous parlez de lutte contre la corruption, quand vous parlez de changement de mentalité, prioritairement, on aurait pensé à la justice. Cette justice n'est pas renforcée. Justement. Cette justice, puisqu'on parle de lutte contre la corruption, il y a eu le grand procès des 100 jours, les grands procès des 100 jours pour lesquels tous ceux qui avaient été dans un premier temps condamnés sont aujourd'hui disculpés et libres et l'argent pas rentrer dans les caisses de l'État. Vous comprenez, ici il faut faire la part des choses. Le chef de l'État dit il veut bâtir un État de droit. Un État de droit veut dire la séparation nette de pouvoirs. Il y a 4 pouvoirs dans notre pays. Il y a le président qui est une institution, il y a les gouvernements, le parlement, et pour il est le pouvoir judiciaire. La responsabilité de la justice est telle que si la justice lève certaines options, ils sont les seules personnes à répondre
de leurs décisions face à l'histoire. Donc, le chef de l'État, il faut ici comprendre que ce n'est plus cette personne qui couvre X, Y ou Z. C'est cette personne, quand il se rend compte qu'il y a un problème et que la justice a besoin de la personne, le chef de l'État ne se met pas un obstacle. Et là, c'est un élément important justement pour revenir sur cette question de la justice. Il a lui-même dit au niveau du Parlement, au Congrès, il s'est plaint de cette question de la justice. Voilà pourquoi le président de la Cour du Conseil supérieur de la magistrature a reçu comme mission justement des recrutements de nouveaux magistrats. Il faut renouveler justement cette classe magistrale, je ne sais pas si j'ai les bons mots, de manière à ce que nous puissions avoir une justice saine et que les choses aillent de l'avant comme il le souhaite. Donc en termes d'initiative, la deuxième, lutte contre la corruption et changement des mentalités, de ce que vous venez de dire, le résultat n'est à ce stade pas encore obtenu. Non, les résultats est une chose, mais du moins l'action, l'initiative a été prise. Les résultats est là parce que la justice fait son travail. L'IGF, je parlais d'une autre initiative de l'IGF, qui fait son travail et qu'il identifie la mégestion auprès des entreprises et qu'il donne ces questions au niveau de la justice. L'IGF fait son travail et il y a même une autre agence qui a été mise en place, c'est qu'on appelle dans les cadres de réforme, l'agence de coordination et de pilotage de contrats signés entre la République démocratique du Congo et le partenaire privé. C'est cette agence qui couvre maintenant tous ces contrats chinois, tout ça, pour que justement, au travers de cette agence, vous comprenez que les différents contrats que le privé signe avec la République démocratique du Congo avaient l'obligation de restituer de redevance vis-à-vis du côté social du Congo. Donc, ce qui fait que deux années, ces différents entreprises qui ont signé des contrats avec la RDC n'ont pas remboursé ou fait les retours au pays par rapport au contrat, au secteur social, aux secteurs sociaux. Donc, ce qui fait que la réforme, justement, de cette agence fait à ce qu'elle soit en mesure d'évaluer tout ce que ces différentes entreprises doivent au Congo pour que les actions sociales puissent se faire. Donc vous comprenez que ça fait plus de 10 ans que les différents contrats de Chinois et les autres ont été signés, mais il n'y avait pas des actions concrètes sociales par rapport aux engagements qu'ils avaient pris vis-à-vis de l'État. Donc ça, c'est encore une autre réforme qui a été faite. La conséquence de toutes ces réformes, c'est quoi ? Il y a même une réforme au niveau des entrepreneurs. La difficulté aujourd'hui des entrepreneurs, c'est qu'ils peuvent avoir la bonne volonté de faire certaines choses, mais ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas d'encadrement. Ils les ont toujours pas. On a fait des émissions sur le coût et l'accès au crédit. Les nationaux, par rapport à une politique monétaire nationale, n'ont pas le même accès au crédit que les investisseurs étrangers qui, eux, ont des crédits à investir en République démocratique du Congo à des taux plus intéressants. Oui, justement. La chose la plus importante, vous devez comprendre que d'où nous venons, où est-ce que nous allons. Comment est-ce que nous étions hier? Parce qu'on ne peut pas arriver à 10 sans passer par 1. Donc, pour arriver à 10, il faut absolument passer par 1. On a commencé, on était à 0, on est à 1, on va peut-être le deuxième pas pour arriver à 2, mais on finira par arriver à 10 pour atteindre les niveaux des autres qui ont pris des années pour qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi d'aujourd'hui, est en train de poser le base. Hier, le président honoraire Joseph Kabila a fait ce qu'il pouvait faire, mais aujourd'hui, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pose de base pour qu'après lui, justement, nous soyons dans ce développement réel dont le Congo a besoin. Alors, la conséquence de toutes ces actions, c'est quoi aujourd'hui? Sur le plan sécuritaire, c'est vrai, on a encore quelques tensions par-ci, par-là, mais le vrai adversaire du Congo est identifié. Nous savons de qui il s'agit et il est mis en exergue devant tout le monde et tout le monde sait qu'aujourd'hui, le M23 est soutenu par le Rwanda. Il n'y a plus de débat là-dessus. Ça, c'est le numéro 2. Troisième point. Oui, mais la conséquence de toutes ces initiatives, justement, sur le plan sécuritaire, il y a cette identification claire de la... Oui, mais ça, on le savait déjà. Donc, oui, que c'était le Rwanda, on le savait déjà. Non, mais ça a été défini de manière claire maintenant, qu'ils sont derrière le 1,23. Et sur le plan économique, on est passé d'un budget de 5 milliards à 15 milliards aujourd'hui. C'est clair, un budget avec le capitaux frais. Les mêmes agences qui ne produisaient pas hier à cause de la discipline de gestion arrivent à produire, même aller au-delà. Sur le plan social,
nous voyons la maîtrise de la gratuité de l'enseignement avec un impact. On est passé de 33% à 25% de taux d'analphabète. Donc, c'est un impact positif. Et il y a l'augmentation des salaires de 45%. Tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont les retombées de toutes ces actions. Maintenant, la chose la plus importante, c'est le panier de la ménagère. On arrive à une situation telle que comment est-ce que ces Congolais qui vivent en Kuboko, en Gandajika, peut bénéficier justement de ces 14 milliards de budget qui se discutent dans certains salons ou au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est là même la génie créativité du chef de l'État avec le troisième point, qui est la relance du développement du Congo avec les projets des 145 territoires. Alors, ces projets-là est réellement la clé du développement du Congo. Comment ? Parce que les projets des 145 territoires met un bloc de tout ce qu'on peut avoir au centre-ville et dans les grandes villes et le ramène dans les territoires. C'est-à-dire la question de l'emploi, relance des activités économiques, réhabilitation de toutes les infrastructures de base, la question agricole, le développement de ces infrastructures de production sont entassés et chaque territoire va en être bénéficiaire avec une disponibilité de 1,6 milliard de dollars américains. Attention, 1,45 milliard déjà, c'est pour les 145 territoires, 10 millions par territoire, principalement pour la création ou la construction des infrastructures. Ce 145 territoires ou ce projet de 145 territoires, c'est quand même pas la relance de toutes les activités. L'économie, c'est pas la construction des édifices publics, c'est la relance des investissements. Oui, relance d'investissements, c'est vrai. Mais on peut créer nous-mêmes nos investissements en nous. Oui, parce qu'en fait, nous avons la possibilité. Justement, l'État finance la production locale. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a comme besoin de base ? On a besoin de manger, on a besoin de nous déplacer, on a besoin des intrants pour planter, on a besoin, quand on est malade, on aille se faire soigner. La population a besoin de ça. La population a besoin que le monsieur qui est en Kuboko, au lieu de venir étudier ici, de se faire soigner ici, il peut tout retrouver là-bas dans son village natal. Vous comprenez ? Et c'est ça justement le projet des 145 territoires. Donc, ce qui fait que la question de l'emploi, parce qu'aujourd'hui, pour jouir de cet épanouissement social, chacun a besoin du travail. Parce que si tu ne travailles pas, on ne saura pas te rémunérer. Et comme on ne te rémunère pas, tu ne sais pas bénéficier de moyens qui te permettent de te développer. Donc, il faut créer de l'emploi. La création de l'emploi ne doit pas s'arrêter dans les centres-villes. Tout Congolais a le même droit. Celui qui est dans le village doit également bénéficier de même action du chef, même dans son coin. Et voilà pourquoi ces projets-là, et le chef de l'État lui-même a dit, 2023, il se concentre sur ces projets. Les préalables ont été faits avec les 3 agences qui ont été mises en place, BSECO, CFF avec PNUD, et maintenant les consultations étaient prêtes, les recrutements, et maintenant nous allons entrer à la phase d'exécution et nous allons relancer l'économie de notre pays. La phase d'exécution que Top Congo va d'ailleurs juger le 24 avril à Lukula. J'espère que vous serez très attentifs sur la réalisation ou l'exécution de ce programme 145 territoires dont beaucoup déjà se plaignent aujourd'hui. Sera-t-il effectif à la fin de cette année 2023 ? Cela me renvoie aux 2 points précédents de ce que vous définissez comme le plan de Félix Tshisekedi. Tout ce qu'il a, selon vous, mis en place, l'a-t-il été pour céder éventuellement à son successeur qu'il espère être, ou pour que les choses changent réellement dans les 5 ans, ce qui ramène à notre question du bilan de ces 5 premières années. Est-ce qu'on va mieux aujourd'hui que le 24 janvier 2019 ? Vous savez, quand quelqu'un a une grande blessure, tu vas chez le médecin, le médecin constate que tu as une plaie, il doit désinfecter la plaie. Quand il se met à désinfecter cette plaie-là, toi, le patient, tu peux te mettre à crier parce que tu as mal. Mais l'objectif du médecin, c'était de soigner. En fait, le chef de l'État a une vision pour le Congo. Il pose des actes. Aujourd'hui, ça peut donner l'impression que ça fait mal ou ça nous dérange parce que ceux qui avaient la facilité de toucher l'argent dans le secteur informel n'en touchent plus. Ils font beaucoup plus de bruit. Et ceux qui n'avaient pas cet argent
arrivent, commencent à en bénéficier. Comme ils n'ont pas une forte opinion, ceux qui n'ont touché pas parlent plus fort que ceux-là. Mais la chose la plus importante pour le chef de l'État, c'est de mettre de base pour que le développement du Congo, le véritable État de droit, soit bâti et que le Congo se développe. D'où la nécessité justement de ces projets de 145 territoires. Vous vous souviendrez même à Mbuji-Mayi, quand on lui a posé la question sur les problèmes de Mbuji-Mayi, il a répondu d'une manière claire. Le problème de Mbuji-Mayi sont inscrits dans les cadres de ces projets des 145 territoires, parce qu'ils voient le Congo d'une manière globale. Ils ne voient pas le Congo d'une manière sectorielle, mais ils le voient d'une manière globale. C'est vraiment un bâtisseur qui veut nous mettre vers cette voie-là du développement national. Lors de son discours d'investiture, le 5e président de la RDC, Félix Tshisekedi, s'était engagé à libérer tous les prisonniers politiques. Est-ce que c'est fait aujourd'hui ? C'est fait aujourd'hui, enfin vous comprenez. Il y a des prisonniers aujourd'hui qui sont à la limite du droit. Évidemment, la justice est responsable de ses actions, mais du moins, vous comprenez qu'aujourd'hui, quels que soient les niveaux ou la proximité que tu puisses avoir avec le chef de l'État, ça ne t'exclut pas que tu sois pris par la justice. C'est qu'on ne vivait pas hier. Donc aujourd'hui, c'est un grand changement qui s'opère et tout le monde maintenant s'est dit je ne pourrais pas aussi être épargné si j'entre dans de bêtises. Donc, libérer on va aller pas à pas. Il s'était engagé à libérer tous les prisonniers politiques. Vous dites que c'est fait. Rétablir l'autorité de l'État. L'autorité de l'État est en train de se rétablir. Vous savez que... Elle sera rétablie quand ? Parce que là maintenant, on parle en termes de bilan. Depuis 4 ans, le président Tshisekedi est responsable, garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo. Toutes les institutions fonctionnent aujourd'hui. À Kinshasa. Est-ce que l'autorité de l'État est partout présente à l'intérieur ? Vous parlez des 145 territoires. On verra à la fin 2023, à la fin de son mandat, si c'est fait. Parce que si c'est pas actif, on peut dire que l'autorité de l'État n'est pas rétablie partout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette autorité de l'État, nous venons de l'intérieur du pays, notamment Idiofa, notamment Tchela, on ne peut pas réellement dire que l'autorité de l'État est rétablie. L'autorité de l'État existe. Les services publics ne sont pas actifs. Ils sont là et ils fonctionnent. Évidemment, les incidents ne manquent jamais. Et ça ne manque même aux États-Unis, en plein New York, en plein, je ne sais pas, bon, Washington, c'est un peu rare, en pleine grande ville des États-Unis, même à Paris dernièrement, on vit de fusillades, des assassinats. Vous comprenez ? Mais il y a une autorité de l'État. Mais moi, je parle du service public. Je parle du service public. Est-ce que le service public, il est effectif à Tchela ? Est-ce que le service public, il est effectif à Idiofa ? Vous avez cité tout à l'heure un chef-lieu avant de citer Mbuji-Mayi. Est-ce que le service public est disponible là-bas ? Ça existe. Notre pays a 145 territoires. Et dernièrement, le chef de l'État a fait les nominations sur les 145 territoires. Parce que vous êtes à Kinshasa, ça existe tous ces services-là. Ça existe. Et chaque territoire, il y a une autorité, le numéro 1, avec ses 2 adjoints, et avec les services des renseignements, police et tout ça. Ça existe. Toute la République, ça existe. Et c'est comme ça que le ministère de l'Intérieur fait sa feuille jour après jour sur l'état de la nation. Et il fait ce rapport. Ça existe. Lutter contre la corruption et l'impunité. Mais justement, il y a une action, ça existe également. Pacifier le territoire national par l'éradication des groupes armés. Ça évolue positivement. Parce qu'aujourd'hui... Pour le seul cas du Rwanda, attention, en termes d'éradication des groupes armés, il y en a encore énormément, ils ont même multiplié de volume. Aujourd'hui même, sur votre chaîne, le matin, j'ai suivi, il y a de ceux-là qui sont venus déposer les armes. Donc, le processus est positif, l'action du chef est en train d'avancer positivement. Du fait de l'accord de Nairobi, il a aussi permis ou promis de lutter contre la... Allez, là, on y arrive, la mauvaise gouvernance et de promouvoir l'accessibilité du citoyen à tous les services de l'État. Si nous allons, du moins les initiatives sont prises, tous les citoyens aujourd'hui ont accès aux services de l'État. Tous. Du moins, ils ont accès. Évidemment, il y a cet effort à faire par rapport à la grandeur du pays. Vous comprenez. Je suis allé en Kuboko. Kuboko, c'est en pleine forêt équatoriale. C'est chez moi, chez les Banounou Bobangi. Donc, je suis allé en pleine forêt équatoriale, c'est à cheval entre Maïndombe et Équateur Sud. Je suis allé là-bas. Vous comprenez qu'il y a des grandes réformes à faire. Les enseignants qui sont là, par exemple, pour obtenir leur salaire, ils sont obligés de descendre à Inongo, qui est à plus de 300 km.
C'est une difficulté énorme. Il y a des réformes au niveau de l'éducation et de trucs qui devraient se faire pour intégrer cette réalité dans les différents secteurs. Voilà pourquoi il y a les différents territoriaux, chefs de territoire, qui ont été nommés avec la nouvelle vision. Ils ont été formés pour que justement ces genres de questions soient réglées au niveau local. Donc, selon vous, l'autorité de l'État est rétablie partout? Monsieur Christian, vous savez, l'autorité de l'État, c'est un processus. Vous savez que le pays tel qu'il a, la grandeur du pays, et à l'arrivée au pouvoir du chef de l'État, il y avait beaucoup d'endroits où l'autorité de l'État n'existait pas. Donc maintenant, c'est un élan, c'est un effort qui est en train de se faire progressivement et ça finira par être toute la République. Mais avec la nomination déjà des 145 administrateurs des territoires, c'est déjà un début. Il y a un effort qui se fait. Ici, je voudrais que vous compreniez l'idée de l'évaluation, c'est que nous venons de quelque part. Et nous sommes allés également sur l'autre bout. Donc, les efforts, les initiatives ont été prises pour que le pays, dans sa totalité, soit dans cet élan de développement par rapport à ces projets des 145 territoires. Donc, ça couvre l'ensemble de la République démocratique du Congo. Quand vous faites le bilan, ou quand on vous écoute faire le bilan, on a comme l'impression que tout ce qui a été fait ne sera réellement effectif que plus tard. Le président Tshisekedi n'est donc venu là que pour mettre en place les jalons et éventuellement céder le bénéfice du travail réalisé à lui-même s'il est réélu ou à quelqu'un d'autre? Non, il ne faut pas réfléchir de cette manière-là. Il faut réfléchir plutôt, le Congo doit devenir une grande puissance dans 20 ans, dans 50 ans. Moi, je suis là pendant 5 ou 10 ans. Qu'est-ce que je fais pour atteindre cet objectif de 20 ou 30 ans plus tard? Donc, le trou est tellement profond. Il faut que chaque personne qui arrive élimine une partie de la profondeur de ces trous. Le chef de l'État fixe de bases pour éliminer justement cette profondeur de ce trou. Ces bases-là sont palpables. Je vous ai donné les éléments qui confirment effectivement que les bases de développement ont été faites. Je dis, le président honoraire Kabila a joué son rôle à sa manière. Mais le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, par rapport à sa vision, pour matérialiser ses objectifs, il a posé également, par rapport à ses objectifs, je dis qu'il est à 70 ou 80% de plan d'exécution par rapport à son projet. Alors, il va demander certainement, pour avoir encore 5 ans, pour consolider le projet des 145 territoires. Et là, c'est un projet vital pour la République. Et c'est ce projet qui va créer réellement le développement de la République. Voilà pourquoi les uns et les autres considèrent qu'ils vont les porter de manière à ce qu'ils reviennent pour achever le travail qu'il a commencé les 5 prochaines années. Bilan d'exécution, vous dites de 70 à 80%. Bilan d'exécution de son planning, plan. De son plan d'action. Mais bilan du mandat Tshisekedi, c'est, on va dire, satisfaisant, excellent ou autre? Le bilan, il est satisfaisant. C'est un bon bilan. Parce que vous savez que on n'accepte toujours pas, on n'aime toujours pas les gens qui mettent la discipline. On était tous à l'école, hein, quand il y avait un directeur de discipline un peu sévère, il n'acceptait pas, tout le monde l'acceptait, ne le valait pas. Donc, la personne qui vient dans le sens de créer des changements, de réformes, n'est pas toujours acceptée par tout le monde. Je ne veux pas dire excellent, tout simplement parce qu'on est humain. Donc, là, le souci, on peut fixer 100%, mais le retombé sera peut-être 80 ou 70%. Mais le bilan est positif par rapport aux initiatives, aux actions qu'il a prises pour le développement du Congo et en tout cas, par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous avez bien dit bilan satisfaisant. Qu'est-ce qui lui a manqué, à part le fait du caractère humain, pour ne pas dire que tout était bon? Qu'est-ce qui a manqué au président Tshisekedi pour que ce bilan soit excellent? Je pense que le problème d'hommes, les hommes ne l'ont pas vraiment aidé. Il a dit lui-même au Congrès, beaucoup de projets n'ont pas réussi à cause de la coordination et des pilotages de ces projets. Dieu soit loué, la dernière ordonnance, il y a quelqu'un à côté de lui qui va s'occuper de pilotage et la coordination des projets. Donc, c'est déjà une solution à cette préoccupation. Il y a les comportements individuels des uns et des autres. Ce qui fait que la gestion du pays, c'est le prolongement du bras du chef, en fait. Quand tu confies une responsabilité, ministre ou je ne sais pas, chef d'entreprise, tu devras, toi, à ton niveau, te dire, tu devras exécuter d'une manière excellente, de manière à ce que ça concourt au résultat final. Mais cette culture de la bonne gestion individuelle n'est pas encore ancrée. Et ça a été
un obstacle réel pour empêcher à ce que la matérialisation du chef s'efface correctement comme prévu. La responsabilité de l'action est du mandataire, mais la responsabilité générale est du président de la République. Quelle est sa responsabilité à lui dans le choix de ses hommes, dans le contrôle de ses hommes? On rappelle que le chef de l'État est garant du bon fonctionnement des institutions. Quelle est la responsabilité du président de la République dans le caractère satisfaisant et non excellent? Non, le chef de l'État, il donne l'impulsion. Le chef de l'État communique la vision, le chef de l'État pousse. C'est le gouvernement qui exécute. C'est le gouvernement qui est rédévable à l'Assemblée nationale. Donc vous comprenez, à ces niveaux-là, tout ce que le chef de l'État a à faire, c'est de se rassurer que les différents organes fonctionnent normalement. Et au stade actuel, tout fonctionne normalement. Il y a un gouvernement qui est là avec tout le ministre en place et le chef de l'État pousse à ce que les choses se fassent différemment. Donc, vous comprenez qu'à chaque réunion du Conseil des ministres, vous allez vous rendre au mot introductif du chef de l'État. Il y a toujours une communication d'orientation pour qu'il y ait un changement concret quelque part. Vous comprenez? Maintenant, il revient à tous ces acteurs-là, quand ils reçoivent les données de la part du chef de l'État, de concrétiser correctement. Et voilà pourquoi il y a la nécessité, l'IGF et tous les organes, la justice également, fait son travail, est censé faire son travail, de manière à ce que là où ça ne marche pas, ils soient interpellés par la justice ou les organes compétents.